Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un événement qui fait pas mal de bruit dans l'industrie technologique. Ouais, on va célébrer, ou du moins analyser, le premier anniversaire du réseau ouvert de Pi. Exactement, le fameux Open Network. Et on va se baser sur la récente intervention en vidéo des fondateurs de Pi, Sheng Diaofan et Nicolas Kokkalis. C'est une prise de parole hyper stratégique pour eux, un an pile après le lancement officiel du réseau, le 20 février 2025. C'est ça. Et l'objectif de notre session aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre comment ce réseau, qui a été développé un peu sous le radar pendant 6 ans, tente de relier une communauté massive à l'économie réelle. Une communauté massive, oui, mais surtout vérifiée, c'est le point crucial. Complètement. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. On parle d'un écosystème avec des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Bah ouais. Et le truc fou, c'est qu'ils ont réussi ce tour de force sans s'appuyer sur la spéculation financière qu'on voit partout ailleurs dans la crypto. Ils ont vraiment privilégié le téléphone mobile pour. Pour casser la barrière financière à l'entrée, en fait. Voilà. N'importe qui avec un smartphone pouvait commencer à participer. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, l'écosystème du Web3 traverse en ce moment une crise existentielle assez sévère, faut le dire. Ah ça, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis des années, on a ce secteur qui est complètement étartelé entre une spéculation pure qui crée des bulles qui éclatent très vite et de l'autre côté, cette promesse d'une utilité concrète au quotidien, promesse souvent déçue d'ailleurs. Ouais, on attend toujours les fameuses applications révolutionnaires. C'est ça. Et l'approche de Pi, c'est une tentative assez ambitieuse de résoudre ce paradoxe de l'adoption de masse. En gros, au lieu de montrer que la blockchain sert juste à échanger frénétiquement des jetons virtuels, Ils veulent prouver que ça peut être le moteur d'une vraie économie, avec des services tangibles. et c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes leur philosophie non conformiste, quand on regarde les sources, le contraste avec le reste de l'industrie est juste saisissant. Ah oui, ils ont pris tout le monde à contre-pied. Déjà, ils ont complètement zappé la phase des ICO, les fameuses levées de fonds. Ce qui est énorme. Ouais, en évitant ça, ils ont évité toute cette dynamique un peu toxique de pump and dump qui détruit tellement de projets dès le départ. Et puis, il y a l'accessibilité. Le minage s'est fait gratuitement sur téléphone. Ce qui est assez rafraîchissant, non? Carrément. Aujourd'hui, si tu veux faire tourner un nœud crypto, faut souvent transformer ton salon en sauna avec des serveurs hors de prix. Ouais, c'est pas donné à tout le monde. Mais le point le plus radical, je trouve, c'est leur exigence pour le réseau principal, le mainnet. Ils exigent un KYC, donc une vérification d'identité complète pour chaque utilisateur. C'est la condition sine qua non. Ils ouvrent les portes à tout le monde, mais il faut prouver qu'on est humain. Et les fondateurs expliquent bien que cette gratuité au début, ça leur a permis de s'acheter du temps. Ils n'avaient pas la pression financière immédiate des investisseurs. Du coup, ils ont pu s'offrir la patience de construire les bases complexes de ce réseau. C'est exactement ça. Et cette notion de patience, c'est vraiment la clé de voûte de leur critique envers le marché actuel. Les fondateurs mettent le doigt sur un truc assez inconfortable pour l'industrie. À savoir? C'est qu'il est d'une facilité déconcertante de créer des volumes d'échanges artificiels avec des jetons qui n'ont absolument aucune substance. Ah ouais, les fameux meme coins, les trucs sur les réseaux de test où tout le monde s'excite. Exactement. Les graphiques explosent, ça a l'air frénétique, mais au final, c'est juste une illusion d'optique. Le vrai défi, c'est pas d'échanger de la valeur facilement, c'est la nature même de ce qu'on échange. Donc si le jeton n'est pas lié à un vrai bien ou service, Son existence n'a aucun sens sur le long terme. C'est le mur contre lequel s'écrasent tous les projets qui confondent volatilité et vraie valeur. c'est très clair. Et pour illustrer ça, cette volonté d'ancrage dans le réel, on peut juste regarder leur hackathon. Oui, les applications qui en sortent sont hyper différentes de ce qu'on voit d'habitude. D'habitude, c'est quoi, Erwan? C'est de la DeFi pure et dure, des mécanismes de trading avec des effets de levier pas possibles. C'est ça. Mais chez Pi, les applications qui gagnent, c'est du commerce local, de l'éducation, des jeux. Il y a des interfaces pour acheter des produits de tous les jours. Et ils ont déployé des outils de paiement natifs pour que ça s'intègre super vite. On s'éloigne vraiment de la finance abstraite pour aller vers le commerce de proximité. Mais avec une infrastructure mondiale. C'est ça. On repense l'utilité. Et ça nous amène à un constat d'échec de l'industrie dont on parle beaucoup dans nos sources. Actuellement, la création même des tokens souffre d'un désalignement profond avec l'innovation. Comment ça? La plupart du temps, les jetons sont conçus uniquement pour lever des capitaux. Une équipe sort un livre blanc, vend un jeton et capitalise sur l'espoir que le prix va monter. Et une fois qu'ils ont encaissé les millions, la motivation pour créer un vrai produit disparaît un peu, non? Totalement. Le jeton, qui devait être un outil pour un écosystème, devient le seul produit de l'entreprise. C'est un vrai problème structurel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Parce que l'alternative de paille renverse cette logique. Oui, leur jeton d'écosystème. Exactement. Les jetons créés par les développeurs de la communauté ne servent pas à lever des fonds. Ils sont repensés comme des outils d'acquisition de clients. Ce qui change tout. Ouais, parce que normalement, une start-up claque des budgets astronomiques en marketing juste pour attirer des gens. Là, elles ont accès à un bassin de dizaines de millions d'utilisateurs vérifiés. Et elles peuvent utiliser leur jeton pour récompenser ces utilisateurs quand ils testent l'application. C'est une façon de contourner les géants de la publicité, en fait. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Je t'écoute. Si une boîte distribue ses jetons juste pour attirer du monde, on risque pas de créer une armée de mercenaires, hein? Genre des gens qui viennent, cliquent 5 minutes pour récupérer leurs jetons, revendent tout et se tirent. C'est une objection hyper classique et très légitime. Comment on garantit une loyauté à long terme dans ce cas? C'est là toute la différence entre un jeton de levée de fonds et un jeton d'utilité. Le but n'est pas d'acheter une loyauté aveugle, mais de forcer un retour d'expérience rapide. C'est la boucle de rétention organique. Ok, donc les gens rentrent pour la récompense, mais ensuite... Ensuite, s'ils voient que l'appli rame, que le produit sert à rien ou que le service client est nul, ils s'en vont. Et s'ils partent, leurs jetons perdent toute valeur. Ah, donc l'entreprise est obligée de faire un bon produit? C'est ça. C'est une forme de responsabilité darwinienne. Les développeurs peuvent plus s'endormir sur le succès d'une prévente. Ils doivent constamment améliorer le produit pour retenir des utilisateurs hyper exigeants. D'accord, je vois la mécanique. Mais il y a un truc, cette rétention organique, elle s'effondre si les dizaines de millions de comptes sont juste des fermes de bots. Absolument. Et ça nous amène au cœur de l'infrastructure, le KYC. Dans les sources, ils disent qu'ils ont construit leur propre système de vérification d'identité. Mais comment une seule entité peut gérer ça à l'échelle mondiale? C'est vertigineux. Gérer plus de 200 juridictions, des centaines de formats de cartes d'identité différents, les barrières linguistiques. Et c'est un cauchemar logistique. Totalement. Leur solution, ça a été de combiner l'efficacité de l'intelligence artificielle avec le jugement humain. Donc l'IA fait le premier tri, j'imagine. Ouais, l'IA lit les documents, vérifie les hologrammes, s'assure que le selfie correspond bien à la photo et que la personne est vivante. Elle croise aussi avec les listes de sanctions internationales. Mais l'IA a ses limites. Si le document est un peu vieux ou dans un alphabet super rare, elle va bloquer. Précisément. Et c'est là qu'interviennent les validateurs humains. Ah, les fameux validateurs locants. Oui, quand l'IA doute, le dossier est envoyé à des validateurs humains. Bien sûr, les données sensibles sont cryptées et caviardées avant. Et ces validateurs, qui sont eux-mêmes vérifiés, confirment si le document est bon ou pas. C'est du consensus humain appliqué à l'identité. C'est dingue. Et j'ai vu qu'ils allaient encore plus loin avec le scan de l'empreinte palmaire, les veines de la main. Oui, et des technologies biométriques de pointe. Mais du coup, niveau vie privée, c'est chaud, non? Comment s'assure que la photo des veines de ma main finit pas sur le dark web? C'est toute la beauté de la cryptographie bien pensée. La donnée biométrique brute, l'image de la main, elle quitte jamais ton téléphone. Ah bon? Non, le téléphone génère un identifiant mathématique, un hash, à partir de l'image. Et c'est cette suite de chiffres qui est envoyée au réseau pour prouver que tu es unique. Pas la photo. Ah, c'est hyper rassurant. Et c'est là qu'on arrive au pivot technologique qui m'a vraiment bluffé. Ils ont construit tout ça pour eux-mêmes, pour sécuriser Paille. Et maintenant, ils veulent en faire un produit externe. C'est fou. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'ils transforment un énorme centre de coûts en une offre de service. Ils veulent packager ce système KYC et le proposer via des API à d'autres réseaux Web3 ou même au Web2. Mais attends, ils vont vendre les données des gens? Non, justement, et c'est une nuance capitale dans nos documents. Ce qu'ils commercialisent, c'est la technologie de vérification, la garantie que la personne est humaine. D'accord, donc l'utilisateur garde le contrôle. Totalement. Une plateforme tierce pourra s'assurer que tu es un humain, sans pour autant aspirer ton nom, ton adresse, etc. Si on prend un peu de recul, l'enjeu philosophique est énorme. Internet est inondé de faux profils et d'IA génératives qui imitent les humains à la perfection. C'est le grand défi de notre décennie. La question, c'est plus de savoir si on a une bonne connexion, mais plutôt qui est de l'autre côté de l'écran. Un KYC à cette échelle, ça dépasse la simple conformité. C'est la fondation même de la confiance en ligne. Sans ça, les contrats intelligents ou l'économie numérique risquent de s'écrouler sous la fraude automatisée. Et justement, cette montée en puissance de l'IA nous amène à la vision macroéconomique des fondateurs. Oui, cela soulève une question primordiale. On assiste à une mutation de la façon dont on crée de la valeur. Historiquement, on travaille, on est payé, on consomme. Tout repose sur le travail humain. Mais avec l'IA qui automatise tout, de la production physique aux tâches cognitives, ce modèle est menacé.
Et la peur, c'est que toute la richesse se concentre entre les mains de 3 ou 4 géants de la tech. Exactement. Et c'est là que leur vision prend tout son sens. Ils voient la blockchain non pas comme un casino géant, mais comme une architecture auditable pour redistribuer cette richesse créée par l'IA. Concrètement, ça donne quoi? Parce que sur le court terme, ils ont déjà sorti le Pi App Studio avec des assistants IA pour aider les développeurs. Oui, c'est leur approche bottom-up, ça part de la base. Et en top-down, ils ont Pi Network Ventures, qui investit dans les meilleures startups de l'écosystème. C'est un bon mix. Mais là où ça devient vraiment vertigineux, c'est leur ambition à long terme sur l'infrastructure physique de l'IA. Le réseau compte plus de 350 000 nœuds informatiques actifs, c'est ça? C'est ça, soutenu par des dizaines de millions d'humains vérifiés. Ça permet une approche totalement décentralisée de l'IA. Mais attends, quand on entraîne une IA aujourd'hui, c'est dans des hangars gigantesques qui consomment autant d'électricité qu'une ville. Comment des téléphones et des PC personnels peuvent rivaliser? Alors, faut séparer les étapes. L'entraînement de base des modèles géants, oui, ça demande toujours des serveurs énormes. Mais l'inférence locale, faire tourner le modèle sur ton appareil, ça c'est possible. Pour garantir la confidentialité. Voilà. Et surtout, il y a le RLHF, le Reinforcement Learning from Human Feedback. En gros, l'apprentissage par renforcement via le retour humain. C'est quand on utilise des humains pour corriger les erreurs de l'IA, c'est ça? Précisément. Aujourd'hui, les géants de la tech sous-traitent ça de manière un peu obscure. Mais avec Pi, cette base mondiale d'utilisateurs vérifiés peut participer. Donc, quelqu'un en Asie, un autre en Europe, peuvent juger si la réponse de l'IA est bonne ou étiqueter des images. Et pour ce travail cognitif, ils sont rémunérés directement en crypto via des contrats intelligents. C'est brillant. Ça contourne la pénurie de puces, ça réduit le bilan carbone des data centers et ça amène une vraie diversité culturelle dans l'IA. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume cette célébration du réseau ouvert, Pi Network construit un truc bien plus grand qu'une simple crypto-monnaie. Ils construisent un pont vraiment. Ouais. Ils refusent la spéculation facile, ils misent sur l'identité vérifiée, ils transforment les jetons en outils d'acquisition de clients pour de vraies entreprises. Et ils mobilisent une infrastructure hybride, nœuds informatiques et cerveaux humains, pour encadrer le développement de l'IA. Pour nous qui observons l'évolution du web, c'est une piste fascinante sur comment prouver notre humanité et échanger de la valeur dans le futur. Et je rajouterai une ultime perspective, une réflexion pour ceux qui nous écoutent. Vas-y. Si ce réseau arrive vraiment à rémunérer en temps réel des millions d'humains pour leurs interactions avec l'IA, on assiste peut-être à l'émergence d'une infrastructure capable de distribuer un revenu de base universel. Waouh! De manière totalement décentralisée. Exactement, au-delà des frontières et des États. Si l'IA détruit le marché de l'emploi, un réseau mondial qui certifie et récompense l'humanité, ça pourrait devenir le filet de sécurité le plus crucial des prochaines décennies. C'est une pensée incroyable pour clôturer cette analyse. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très bientôt pour une nouvelle exploration.